Bonjour à tous, voilà, nous sommes avec vous jusqu'à 14h. Dans un instant, on va recevoir Elido Mouta, leader du LKP. Bon, bien bonjour. Bien bonjour. Merci d'être là. Plus tard, on va parler cinéma avec Gama Badidega, puisque c'est le festival de cinéma qui commence. Ensuite, Aline Mijouen, nous pointons garder nous. Chronique à la rencontre de Swag Barbara et on va terminer avec la chronique Nature Fusée avec Cynthia Lefort. Sinon l'actualité, mais bien sûr, au barrage à Rivière-des-Perros. Depuis ce matin, tout à l'heure, on va voir ce qui s'est passé avec Harold qui était sur place. On ira faire un petit tour aussi en France, puisque Maurice Cessé a enregistré et a filmé ce qui se passait ce matin avec les Guadeloupéens. Et les Martiniquais, les Antillais qui étaient dans la manifestation française qui s'est faite ce matin, qui continue d'ailleurs en ce moment, puisqu'en ce moment il est 18h, pratiquement 18h en France, et il y a la Nation. Conférence de presse sur le piratage audiovisuel avec Charline Dagonia, la Banque alimentaire de Saint-Vincent. Ensemble, la lutte contre la précarité alimentaire, on va en parler. Et puis, réunion échange à la Chambre des métiers et professionnels pour améliorer les formations. Tout de suite, un petit point. Avant d'écouter Elido Mouta, on part à Rivière-des-Pères. On va voir ce qui s'est passé ce matin. Rivière-des-Pères qui est en ce moment bloquée par des manifestants. Et vous voyez donc les forces de l'ordre effectuer une intervention. Ça a commencé vers 4h. 4h, ils ont commencé à mettre les barricades. Et à 4h30, il y avait le feu, des grosses flammes. Alors, voilà. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce mouvement social? D'un côté, c'est bien et d'un côté, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que j'aime pas la violence. Mais il défend une cause. Parce que la retraite à 64 ans, moi je viens d'être à la retraite, on est fatigué. Même à 50 ans, ça dépend des métiers qu'on fait, on est épuisé. Donc mes enfants sont jeunes, ils ne sont pas déjà au travail, qu'on pousse les gens à travailler jusqu'à 64 ans. Donc il faut laisser la place aux jeunes. À pas qu'il y ait une réforme des retraites qui est en jeu? Non, il n'y a pas que ça. Il y a ça, hein, mais ça fait déjà encore l'État à monter plus fort. Mais il faut nous attendre que. Parce que depuis, pour l'état Covid là, avec les soignants, tout ça, regardez, ça est fait en mois de novembre, il y a déjà 2 ans. Et il faut nous attendre encore. Tant que le problème n'a pas réglé. Non, mais tout ce qui se fait est volontaire. Pas n'y a rien qui a fait qui n'est pas volontaire. C'est calculé. Pourquoi nous en chemin là? Il y a qui a fait en sorte que nous descendons. Et donc, nous descendons, quand on dit, ben voilà, il y a voilà. Mais là, ça c'est différent. Parce que la France en bordel. Et on a pensé, hein, si la France, si l'Europe pas mis ton main dans ça, nous quand il finit en bordel. C'est le but en Guadeloupéen, changer les anciens, virer à la terre, planter jardin pour ça qu'on va petit à manger des mains. Parce qu'il n'y a rien pas belle. Aujourd'hui, on paye les conséquences jusqu'au bout. Hein, il est là pour 4 ans, eh bien, on va payer jusqu'au bout. Mais c'est dommage parce que les jeunes ne sont pas au boulot et ça me fait de la peine pour les jeunes, pour la jeunesse, notre jeunesse en Guadeloupe et en métropole. Parce que mes enfants sont en métropole et moi je viens de rentrer au pays. Voilà, c'était mon matin-là. Qui commentait aussi ça? Non, vous savez, là où on voit ça, on ne peut pas ne pas penser à visiter à Carenco. Carenco rencontré nous au mois de juillet 2022. Carenco dit nous comme ça, fait confiance, il y a des solutions, il y a vrai Premier ministre, il y a vrai ministre de la Santé, il y a vrai nous très vite pour y faire nous des propositions pour la réintégration des suspendus. Et si les négociations entre l'ensemble de la plateforme, que ce soit sur le pouvoir d'achat, l'accès à l'emploi pour les jeunes, la situation des gens qui réprimés, les gens qui emprisonnés, etc. Carenco, c'est barré entre guillemets, grâce par au malheur, Fiona passé. Eh bien, ils viennent et nous descendent Bastère et barré, ils reçoivent nous la sous-préfecture, la préfecture. Et Carenco dit nous, voilà, mes propositions, il a fait des ruptures pour les gens qui ont envie de partir et avait des tests, et bien, les gens qui reprennent travail. Noté en septembre 2022. Depuis ce jour-là, Carenco, pour adresser nous la parole. Il faut adresser nous la parole en l'air, d'autres que nous verrons au mois de février, un décret de rupture conventionnelle sorti pour liquider les gens qui travaillent dans la fonction publique hospitalière. Donc, ça qui est arrivé là n'est que la conséquence d'un mépris total de l'État français. Mais là, on a dit français, l'État français, colonial français, on a dit l'État français, toute représentation politique, puisque
les élus guadeloupéens, ils ont exactement la même attitude que Karanko. Le mépris en les situations à pays là, que ce soit les suspendus, qui a duré depuis pratiquement dès l'année, que ce soit sur les problèmes à de l'eau, les problèmes à chlordécone, les problèmes à sargasse, les problèmes à pouvoir d'achat, les problèmes à prix à carburant, c'est le silence le plus total. Et donc, peut-être qu'il y a pensé que là, on pas qu'à répondre, là, on pas qu'à dire, il y a un problème là qui est réglé, non, le problème là qui est réglé, on va pousser, et puis on joue qui a explosé en figuière, et je dis là, il réexplosé, et puis qui continue à exploser. Parce que, nous avons regardé ça qui passait depuis juillet 2021. Organisation LKP, mais les collectifs là font l'eau manifestation et le pouvoir pas attendre. Non, mais voilà, c'est le. Vous savez, en cachant ça bien, quand il a dit en français, comme si c'était hier, le jeudi 23 septembre 2021, nous trappons en rendez-vous avec sous-préfet Bastet, M. Riquelme, grâce à commandant des renseignements généraux, commandant Zeb, et grâce à nouveau commandant de police qui était arrivé en Guadeloupe, M. Frédéric. À Yodé, ils viennent voir nous, puisque nous sommes barrés en la rue à Dotemar, ils viennent voir nous et ils obtiennent que nous rencontrions M. Riquelme. Réunion la faite la sous-préfecture en jeudi après-midi et nous mettons d'accord avec M. Riquelme si on accord de méthode pour nous engager les discussions en l'air. En qui genre pour nous faire pour permettre les soignants de travail et sachant qu'on est 80% de la population guadeloupéenne qui n'est pas vaccinée, donc il faut tenir compte de ça et on ne peut pas en qui suspendre nous comme ça. Nous faisons un accord de méthode, un projet, nous rédiger, nous voyons, il ne pas répondre nous, 11 semaines après nous relancer, nous dit nous pas comprendre, nous dit nous faisons un travail, nous faisons, dit. En guise de réponse, nous recevons un courrier à M. Rochat qui a dit nous qu'il pas parler de nous. Alors, quelque temps après, nous étions en fin novembre, les élus guadeloupéens, ils ont crié les élus mobilisés, d'accord, ils ont inventé le thème de élus mobilisés, ils ont entré en contact avec nous, c'est eux qui crient nous, ils ont dit nous, non, il faut qu'ils rencontrent nous, ni en crise sociale majeure, ni le problème des suspendus au-delà, ni problème à l'insertion des jeunes, la formation, ni la répression, ni le pouvoir d'achat, ni en l'eau d'autres sujets, ils ont besoin de rencontrer nous pour nous parler. Et il y a aussi, même bité, nous mettons nous ensemble et nous rédigeons un accord de méthode. Un vendredi matin à la Cité des métiers, nous commençons à 10h du matin et vers 8h du soir, il y a une suspension de séance pour te valider. Et puis nous restons toute la journée qu'à faire ensemble. Hein. Ouais. La région met un secrétaire à disposition et puis nous rédigeons ensemble à la virgule près. C'est une co-construction. Et à 8h du soir, ils sont partis pour aller finir discuter entre eux. Et là, ils ont viré. Ils ont dit, nous ne sommes pas d'accord encore. Ils ont venu avec notre texte. Alors, bien évidemment, ni quelques gros mots qui partent. D'accord? Malgré ça, nous restons et nous faisons un nouveau texte avec eux et qui validé à 2h du matin. D'accord? Et qui était capable de nous rendez-vous à Fouillol pour nous entamer les discussions, les négociations, les plateformes-là, si la question des suspendus, etc. Et jour-là, ça, ils ont venu, Sapotille, Losbar, Chalus, et d'autres, ils ont mis main à eux en les bords à table, ni on y prend la parole, et ils disent non, qu'ils n'ont pas parti, ils n'ont pas resté. Mais c'est ça, la représentation politique ici. La lâcheté. Et après, il y a quoi venir dire qu'il y a quoi représenter. Il y a quoi représenter qui, bitin. Et qui fait que nous, dans cette situation-là, ça, hein, toutes les demandes de rendez-vous, toutes les négociations, tout ça, nous essayons, pas ni interlocuteur, ni en France, ni ici. Et nous voyons Karanko venir la semaine passée, Karanko vient en visite. Il vient en visite. Ça fait moins changer l'après 1848. Là où ça y a créé le chérisme. C'est-à-dire que Karanko a l'illusion que dans le système colonial français, là, eh bien, au pays émancipé, au grandi, donc il a réuni des petits des mounaïs qui a cause et puis il a de l'eau et pendant 6 temps, le peuple a babié, le peuple en souffrance. Mais à un certain moment, il y a une explosion. Et après, les gens qui disent comme ça, mais ils ne peuvent pas comprendre ce qui a passé. Mais non, on ne peut pas laisser des milliers de monde dans la souffrance depuis 2 ans sans raison. Sans raison. Et nous, on a posé une question là. Pour aujourd'hui, jouer en Guadeloupe, qui est le problème principal là? Non, pas un seul problème. Ah non, ni trop. Parce que, vous savez, ça va dépendre de qui nous a posé la question là. Ouais. Ça a fait pratiquement 2 ans. On a des centaines de familles et des milliers de monde au total qui
dilapidé par la suspension des professionnels de santé, des médico-sociaux, mais pas seulement, hein, mais également des psychologues dans l'éducation nationale et d'autres monde encore. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils émettent des doutes en l'air un produit. En l'air un produit qui, je dis là, qu'il ne peut pas empêcher au trapé, il ne peut pas empêcher au transmettre, il ne peut pas empêcher au mot. Alors, en certain moment, il faut nous revenir à la raison, mais nous avons bien rendre compte que traitement à Covid là ici, n'a pas tenu à rien de médical ni de sanitaire. C'était un alibi pour épurer, pour nettoyer la fonction publique hospitalière. Et en cas invité, monde qui est intéressé au texte de loi, des faits en comparaison entre décret là qui sorti en février 2023, qui a prolongé la rupture conventionnelle, et premier décret sur la rupture fonctionnelle, enfin décret à la rupture conventionnelle qui sorti en mai 2022. En mai 2022, les gens qui étaient expressément concernés, c'était uniquement les suspendus. Ouais. Uniquement les suspendus. Je dis là, dans le décret à 2023, là, il a dit les gens qui sont concernés, c'est les gens qui n'ont pas un schéma vaccinal à jour. Ouais. Ça veut dire que ce n'est pas seulement les suspendus, c'est tout le monde qui prend yon, qui ne prend 2, qui ne prend 3, qui prend 2, qui ne prend 3, ou bien qui a un certificat de rétablissement périmé. Ça veut dire que l'objectif c'est de diminuer le nombre d'agents dans la fonction publique hospitalière en Guadeloupe et en Martinique. Ça extraordinaire, c'est des décrets qui ont concerné, des décrets dérogatoires qui, à mon avis, anticonstitutionnels, qui ont concerné rien qui la Guadeloupe et la Martinique, parce qu'il faut considérer qu'il y a trop de monde qui travaille dans l'hôpital en Guadeloupe. Et pour preuve, le nouveau CHU à Dotemar, c'est 600 lits. Ouais. C'est 200 lits en moins. Ça veut dire que aujourd'hui, là, il y a estimé ni entre 300 à 400 personnes qui en trop. Et il faut faire ces gens-là, ça partie. Et donc, ils ont utilisé le COVID comme une arme de licenciement pour permettre le maximum des gens dehors. Et je dis là, comme j'avais qu'il y avait le suspendu, ils ont payé parti parce que, sincèrement, on ne peut pas accepter ni 50 000, 60 000 euros, alors que... 15 ans, 20 ans de carrière. Voilà, alors qu'en plus de ça, ça a fait 2 ans ou pas travailler. Ouais. Et on a des dettes qui ont dépassé 60 000 euros. Donc, nouveau cible, c'est les gens qui travaillent, mais qui travaillent... sans, entre guillemets, les schémas vaccinaux. Alors, il faut savoir que, et c'est Karenko qui dit ça, pas même nous, ni 80% des gens qui travaillent dans le milieu hospitalier qui n'ont pas un schéma vaccinal conforme à jour. 80%. Quoi, ouais. Et donc c'est pour ça qu'on a dit que ça y a fait là, ce n'est ni plus ni moins qu'une punition contre Guadeloupéens parce qu'elle n'a pas obéi. Et deuxièmement, c'est un arme de destruction des emplois puisqu'il y a estimé qu'il y a trop de monde qui travaille dans la fonction publique hospitalière. Ça veut dire, que les pays gens, vous pensez que qui est suspendu là? Mais si, c'est pour ça qu'il y a sauté des codes comme ça. C'est pour ça que la France a sauté des codes. Vous savez, il y a deux bitins qui ont gêné. Le premier bitin, c'est la contestation. Il n'y a pas jamais imaginé que mon TP resté pendant pratiquement 2 ans, qui a contesté et qui a dit qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord à ce qu'elle ou obligé de faire un bitin sur lequel il y a des doutes. D'accord? Deuxième bitin qui a gêné le plus, c'est que nous, c'est une création à système colonial là. À l'abolition de l'esclavage, on est pratiquement 90% des gens libérés, c'est des gens qui font en esclavage. Ouais. Et donc, c'est en esclavage que vous apprenez, vous, qui est bon Dieu, qui n'est pas bon Dieu, qui vit. Et donc, je dis là, vous ne pouvez pas comprendre qu'un monde, à la limite, que vous fabriquez, peut rebeller. Ouais. Et ça a fait très mal, puisque vous avez dit, mais ce n'est pas possible, hein, qui genre? Et donc, mais là, il n'y a pas ni d'autre issue que la réintégration. Il n'y a pas ni pont d'autre issue que la réintégration. Et donc, je dis là, le principal souci à eux, c'est un qui j'en peut réintégrer sans débourser. Ouais. Sans débourser. Parce que ça y fait là, non, ça n'a pas ni à rien à voir avec le droit du travail, ça n'a pas ni à rien à voir avec le code de la santé publique, ça n'a pas ni à rien à voir avec le droit. C'est de la méchanceté. Et ça, à un moment ou un autre, il faut y payer. Et il y a payer. Alors, pour l'autre problème là, c'est vraiment de l'eau là. Ah. Ça, c'est un problème, il n'est pas daté des jours de là, ni de 2009, ni de rien. En 2009, déjà, il y a des décisions qui étaient prises, qui n'ont pas jamais appliquées, finalement. Tout à fait. Tout à fait, qui n'ont pas jamais appliquées, ou ni raison. Hein. Si on a changé bien, c'est les articles 31 et suivants, pas qu'il a bien changé, si c'est bien ça, ouais. Bon, nous pas ni boule de cristal, nous pas prédit. Mais sincèrement, si l'IREL, Gillot, l'État colonial français, Mapan Charles,
et Mapo Langevin, et pour le citer seulement, c'est là, et l'association des maires et les élus, tout bon confondu, et respecter les accords du 4 mars 2009, nous pas en situation là ça. Nous pas en situation là ça. Certainement que tous les problèmes pas résoudre. Mais nous pas ni aujourd'hui là 70% de pertes et que Karenko a osé venir en Guadeloupe a dit ouais si même passé il a réparé 2 fuites quand il a réparé 30 fuites. Ouais. Depuis 2009 nous dit il faut en moyenne 1,2 million à 1 milliard 200 1 milliard 500 millions pour payer mettre un réseau de production et de distribution neuf en Guadeloupe. Je dis là, pas ni photo si ça. Et donc, on peut faire un pistolage pour permettre mon aide ni de l'eau. Mais tant qu'on peut faire ça, nous peut ni l'accès à l'eau. Encore rappeler que l'accès à l'eau, c'est un droit fondamental reconnu au niveau des Nations Unies. Donc, je dis là, le tour d'eau, c'est anticonstitutionnel. Ouais. Le tour d'eau n'a pas exister en droit. Il y a couper de l'eau à monde. Bien sûr, mais il y a couper de l'eau au centre, même au courant. Ouais. Et après, là, où le cochon là, il y a dire comme ça, des semaines après, ouais, mais l'eau est impropre à la consommation. Donc, non, c'est totalement irrespectueux. C'est un crime contre la Guadeloupe et c'est un crime contre les Guadeloupéens, d'autant plus que au passage réellement qu'il y a de l'eau là, même si on a des analyses qui apparaissent dans les sites à le ministère de la Santé, mais d'une commune à l'autre, d'un prélèvement à l'autre, on a des indicateurs qu'on a trouvés à dans commune, et d'autres indicateurs qu'on n'a pas trouvés à dans commune. Et curieux, hein? Alors que l'un des plus gros fléaux ici dans le chlordécone, pas ni analyse à chlordécone et ça, les analyses qui diffusaient dans les sites à ministère de la Santé. Parce que l'autre jour, prend de l'eau amoureux pour vous y en compter. Vous savez, ça là, on voit ça en passage. Sincèrement, en contre de Guadeloupéens, on a espéré que de l'eau amoureux et de l'eau du manoir que vous voyez dans le Nord Grande Terre, il n'y a pas ni pesticides et il n'y a pas ni chlordécone. Sincèrement, nous avons espéré ça. Parce que ce n'est pas normal qu'on a fait des retenues d'eau et qu'on a voyé sur des terres en Nord Grande Terre, des terres qui normalement pas ni chlordécone, et qu'on n'a pas prendre le minimum de précautions pour assurer que de l'eau là qu'on a transféré là, pas ni pesticides, pas ni chlordécone. Ça, on ne peut pas imaginer ça. Et donc, c'est pour ça que nous à l'initiative de l'UGTG, il y a quelques années, enfin, nous décidons de créer une association, l'association guadeloupéenne d'action contre le chlordécone, qui a occupé, il y a qui de ça, qui des chlordécones qui a occupé. Alors, il faut savoir que l'UGTG, partie civile, a un dossier là qui a daté depuis 2006 là, mais nous, relativement discrets, nous pas parler, nous pas travailler le dossier. Et nous créons l'association là, ça, à côté. Et donc, au nom de l'association là, ça, nous interpellons M. Chalus, nous interpellons M. Losbar, nous interpellons M. nouveau préfet là, M. Lefort, pour dire comme ça, ben, nous mettre à disposition nous les analyses et les prélèvements que vous faites pour nous être sûrs que pas ni bon problème à notre l'eau là. Mais pas de réponse. Hein. Pas de réponse. Pas ni bon réponse. Renseignement pris auprès de la presse, eh bien, ils ont tout refusé de répondre. Alors, ça a laissé nous penser que pas ni analyse qui fait. Ouais. Pas ni analyse qui fait, d'autant plus que nous enseignons, nous menons l'enquête jusque là il faut, eh bien, pas ni prélèvement qui fait. Et s'il y a un prélèvement qui fait, il fait après transfert. Après. Alors, aujourd'hui là, ben, nous allons utiliser les voies et les moyens qui sont à disposition à nous pour nous faire au fait. Parce que, encore une fois, on y peine à imaginer qu'on peut faire transfert à de l'eau dans une zone qui fait partie du poisson bananier, hein, Goyave, Capester, vers le Nord Grande Terre, sans prendre le minimum de précautions, ça veut dire faire des analyses qu'il faut. Ça, on a du mal à comprendre. Alors, c'est une question politique en question. De plus en plus, on voit tout partout, dans des déclarations que le KPK fait, dans des graffitis, casse-code. Oui. Alors, c'est encore vrai de rapport à l'UGTG là, c'est dans les 2 derniers congrès à l'UGTG, c'est un terme qui revient à chaque fois casse-code, c'est un terme que LKP a employé aussi, et puis qu'on le Guadeloupéen a employé, parce que je dis là, il faut nous arrêter, voiler nous la face. La France qui a fait nous évoluer d'évolution statutaire. En 1848, c'est nous, humains qui subit l'évolution statutaire. Au sorti de esclaves,
ou vin citoyen. Mais le rapport social là n'a pas changé, hein, au fond, puisque Métao vient patron. Ouais. Et en fin de compte, l'abolition de l'esclavage pérennisait la domination coloniale à notre forme. Vrai? Mais c'est ça qui fait. Et en fin de compte, chaque fois que le système capitaliste colonialiste là, bien réformé, bien baillon jeunesse, eh bien, il a fait nous rentrer à une nouvelle ère institutionnelle. Et ça a nous l'illusion du pouvoir, l'illusion de la transformation sociale. Alors, où tes colonies, après ça, on vient département, après ça, on vient département français d'Amérique, après ça, on vient au nom de la décentralisation, on vient une région. Et en fin de compte, après ça, il a parlé de l'article 73 avec des compétences législatives nouvelles, etc. Mais en fin de compte, là, on va regarder, ou pas de l'eau, ou pas ni l'hôpital. On a 61% des jeunes de moins de 25 ans au chômage. On a 1500 personnes qui sont sortis du système scolaire sans qualification, sans formation, et au gangréné par toute qualité mot. Donc, en fin de compte, la réponse, ce n'est pas l'évolution statutaire dans le cadre de la domination coloniale. Parce qu'en final de compte, ça y a fait nous quoi, comme étant le statu quo. Mais le statu quo, ce n'est pas ne pas changer de statut dans le cadre de la domination, la République française. Hein. Le statu quo, justement, c'est rester en bas domination à l'État colonial français. Et donc, là, je dis là, nous attendons, nous parler d'autonomie, on dit non. L'autonomie, c'est le statu quo dans le cadre de la domination coloniale française. Et en plus, il y a invité les gens qui sont intéressés par ça, il a créé l'autonomie aujourd'hui là en Europe. La fameuse charte de l'autonomie régionale qui a daté de 1997, de juin 1997, qui juste quelques mois plus tard, il a fait en assemblée à l'Assemblée nationale, il a fait une journée spéciale sur les institutions dans les DOM. Et après ça, le rapport Lise Tamaya, en l'évolution statutaire en nous, etc. etc. Quand nous rendons compte, tous les pays, et notamment les grands pays de l'Union européenne, ils ont tous organisés en régions autonomes. L'Allemagne sont fédération de régions autonomes, l'Italie sont fédération de provinces, l'Espagne sont fédération de provinces. Tous les pays de l'Union européenne, c'est des fédérations de régions autonomes. Donc, je dis là, le grand capital a demandé la France, par l'intermédiaire de l'Union européenne, de réformer institutions pour mettre en règle vis-à-vis des règles, des directives de l'Union européenne. Donc, la France, en 2003, il utilisait nous pour faire un bouillon, pour voir qui genre de statut qu'il a fait, pour y peut rentrer dans le cadre à directive de l'Union européenne. En 2010, il fait en Martinique et en Guyane. Et là, il a revenu à la charge. En 2015, il fait en France. Il commençait, il avait la loi Notre. Il sortit de 22 régions, il passait à 15 régions. Et aujourd'hui, là, la nouvelle étape, c'est la région autonome. Et pour cela, il a utilisé la Guadeloupe, la Martinique et la Corse comme étant des brouillons pour y voir qui a fait les régions autonomes. Donc c'est pour ça que je dis là, la région autonome de Guadeloupe, ce n'est pas une revendication. C'est ni plus ni moins que l'application pure et simple à directive, à le grand capital international et à l'Union européenne qui est lui-même au service du système capitaliste. Mais c'est ça la réalité. Donc, pas ni pont évolution, ni intellectuelle, ni politique, ni sociale, ni culturelle, dans le cadre de la domination coloniale. Ça, très clair, il faut nous comprendre ça. Hein? Les évolutions institutionnelles, quelles qu'elles soient, PTOM, 73, 74, Assemblée unique, c'est habillage à le carcan colonial. Ou la jole, mais il y a dire peigné en rose, peigné en bleu, ou bien mettez papier peint, ou bien mettez fleurs, etc. Mais on toujours enfermé. Mais c'est ça la réalité. Donc, je dis là, c'est soit ou pour le statu quo et au cas rester dans le cadre de la domination coloniale, quel que soit le statut, ou bien au cas dit casse-code. Et là, au cas gourmet pour l'émancipation sociale, l'émancipation nationale, la pleine souveraineté pour décider vous, qui est bon pour vous, pour Timounao, en âme et conscience. Parce que je dis là, non, les 194, je crois, pays qui a siégé à l'ONU. Alors la Guadeloupe n'a pas de place pour siéger à l'ONU. Les plus petits pays qui ont siégé à l'ONU. C'est ça. Et nous avons dit que nous sommes une nation. Eh bien, si nous sommes une nation, nous prenons résolument chemin à cascade, à l'émancipation sociale et nationale à travailler avec le peuple Guadeloupe. Un dernier mot, Élie de Montage, au-delà, c'est 10e journée grève la France qu'a fait contre la retraite.
ça a commencé à bander en France vers, ça a quoi créer des violences, mais enfin, violence policière aussi, il y a une violence policière. Qui j'en vous qu'à voir situation à la France aujourd'hui jour? Parce que en novembre 2021, t'es ni barrage en Guadeloupe, t'es ni petit moins différent à la rue, monde monté au créneau. Mais en France, c'est plus mauvais. Elle a capé monter en France. Alors. Pas ça, mais ok, remarquez que le patronat n'a pas dit rien. Ouais. Ici, il a traité Guadeloupéen de tous les mots, mais là, le MEDEF n'a pas dit rien, alors que là, ça a bandé. Hein. Ouais. Vous savez, il n'y a pas de choix. Le 1er janvier, Emmanuel Macron, là, il fait vœu, il dit comme ça, les devoirs valent avant les droits. Ouais. Ça, c'est une phrase qui est très grave. Un monde qui a ici la terre en toute liberté. D'ailleurs, là où on lit le code de procédure pénale, le code de procédure pénale, il ne peut pas empêcher au voler. Il ne peut pas empêcher au tuer au monde, il ne peut pas empêcher au faire rien. Par contre, il peut sanctionner aussi ou fait. Il peut dire si vous faites ça, il peut sanctionner. Parce qu'ils savent que la liberté, ou qu'à vivre si t'es en liberté. D'accord? Et que liberté, bien évidemment, là, il est confronté à la vie en société, eh bien, ou qu'à mettre des obligations qui permettent de contraindre la liberté et de respecter la liberté à l'autre là. Mais les Macron qui a dit que les devoirs valent avant les droits, il a considéré que pour accéder à la liberté, il faut soumettre vous. Deuxième bitan qui a invité mon à réfléchir ici, c'est à dans le Conseil des ministres là, Macron dit que dès lors que vous votez bailli, c'est qui bosse. Voilà, c'est le peuple. C'est que Macron a considéré que le fait qu'il vienne président, alors qu'il y a à peine 20% des monde qui votaient au premier tour, donc il a représenté 20% de l'électorat français, il a considéré que c'est le peuple parce qu'il nie le pouvoir et que dès lors qu'il nie le pouvoir et qu'il est président, ou pas ni rien à dire. Les syndicats pas ni rien à dire, la société dite civile pas ni rien à dire, les associations religieuses pas ni rien à dire, pour le monde pas ni rien à dire. Donc le peuple t'es que ni un mot à dire 2 fois seulement, le premier et le deuxième tour. Et autrement, si vous n'êtes pas content, viens dans 5 ans mettre un autre monde. Ça s'appelle la dictature. Ce n'est pas ça la légitimité démocratique. La légitimité démocratique, il n'y a pas d'électoralisme, mais il n'y a également la société civile, ni les syndicats, ni les gens qui ont parlé, ni les gens qui ont écouté ça, qui a dit. Et je dis là, tout comme en Guadeloupe, là on est 80% des gens qui ne prennent pas piqué là. Là on est autant de gens qui ont la rue. Là ni gens qui ont babillé et qui ont dit, mi ça nous voulait, écoutez-nous. Et bien, on a sorti de piédestal là et on a entendre ça, mon a dit, et on a ouvert les discussions. Autrement, c'est la dictature. Donc, en France, aujourd'hui, là, nous entamer, nous rentrer vraiment à un chimère, un régime autocratique, un régime dictatorial. Macron, c'est un dictateur. Et tout le monde qui soutient Macron, c'est sujet à dictature à Macron. Et ici, nous avons un résultat là. Quand on vient ici, donc on voit ces bougas alentours là, qui ont des petits self. Non, c'est pas sérieux. Mais il ne faut pas non plus nous attendre à autre chose que ça non plus. Hein. Justement, il y a une prochaine mobilisation qui est prévue ces jours-là, ça? Alors oui, au Souela, mais aussi au Souela, ni meeting devant Big CHU, à partir de 7h de soir. Ni meeting, donc nous avons invité mon vini. Alors, ça va concerner tout le bitin. Hein. Nous avons fait devant CHU là, c'est pour continuer les camarades soignants fausses. Parce que nous avons aussi également tous les milliers de Guadeloupéens qui ont nous dons, qui permettent nous des baillons, on décroît. On décroît, c'est pas un salaire, on décroît, c'est pas manger tous les jours. Mais on décroît, c'est simplement pour yo kembe. Parce que yo ni raison. La liberté pas ni prix. Donc, au soir, la meeting devant CHU là, à partir de 7h de soir. Et jeudi 30, nous avons fait un assemblée à partir d'un éveil demi devant parler de la mutualité pour nous manifester. Qui c'est si la retraite, qui c'est problème à l'eau, qui c'est problème à soignants, qui c'est problème à insertion professionnelle, qui c'est problème à libération à les emprisonnés. Toute qualité, genre des problèmes qui n'y. C'est pour ça que depuis le 2 septembre, ces mêmes plateformes là nous n'y. Celle qui nous ajouter à danser la retraite. D'accord? Donc, vini, pour nous pas dire après que nous pas te savent. Ça important parce que pas ni pour construction sociale, pour transformation sociale, pour acquis social que nous trapper. Et là, on a dit, nous, on va parler de nommés femmes si la terre, qui pas consécutif à des luttes sociales.
des luttes sociales, des luttes, quelles que soient les luttes, pour nous mettre nous debout, pour nous faire avancer la vie. C'est ça qui est le moteur de la transformation sociale. Et nous, merci. Eh bien, c'est moi, merci. OK. 13h, ben, nous avons un petit pause et nous retrouvons nous tout à l'heure avec Gama Badi Dega, nous parlons de cinéma, et puis Aline Mijouen qui est là, nous prend le temps de garder nous dans un instant tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau avec Madame notre opticienne nationale. Bonjour. Bonjour. Ça va? J'aime bien le national. Oui, national Guadeloupe. National Guadeloupe. Hein. Absolument. Et un producteur national guadeloupéen aussi m'a dit bonjour. Bonjour. On va parler de cinéma, on va parler de vue. D'ailleurs, pour aller au cinéma, il faut voir. Absolument, il faut avoir une bonne vue. Il faut avoir une bonne vue. On revient sur l'actualité. L'actualité, c'est ce mouvement en France. Vous savez, c'est le 10e mouvement national français pour se battre, pour se protester contre la retraite. Mais dans ce mouvement, il y a des Guadeloupéens, figurez-vous. Et Maurice, c'est notre correspondant à Paris, a filmé tout ça. On regarde. Voilà, Outre-mer News, nous sommes au niveau de la place de la République, la 10e mobilisation de cette réforme contre les retraites, l'appel de l'intersyndical, des manifestations un peu partout dans les villes. Nous avons quelques compatriotes avec nous. Alors, déjà, madame, vous manifestez, je suppose, contre la réforme. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, il est inadmissible que l'on aille plus loin. On a déjà reculé, avancé, enfin on a déjà tout fait. Il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête. On peut pas. On a une population déjà chez nous qui est vieillissante. Si nous ici on va plus loin, comment on fait pour entretenir pour s'occuper de nos anciens? Comment on fait pour déjà nous avoir une retraite? Parce que du coup on ne la voit pas du tout arriver. On est obligé de continuer. Quelle est votre fonction? Vous travaillez dans quel corps de métier? Moi je suis secrétaire dans un secteur de formation à FO Communication, à rue Vergniaud. Et effectivement, on forme nos militants, les sympathisants, les personnes qui en veulent et qui veulent représenter nos valeurs FO. On les forme à être des vrais militants, à dire non, à protester, à négocier et à bien communiquer avec l'ensemble des salariés et du personnel qui travaille au sein de la Poste. Alors, d'autres personnes avec le monsieur, présentez-vous, vous travaillez où, à quel camp de profession? Alors moi, je m'appelle Cédric et je suis facteur à Paris 17 normalement. Et voilà, on se bat contre la retraite. On ne veut pas une retraite comme ça. Et vous êtes là depuis le début des mobilisations? Oui, parce que je travaille à la conf, donc on n'a pas le choix, on est obligé d'y être là. Et ça, je suis très fier de participer aux manifestations qu'il y a tous les jours. Et puis c'est pour nous et pour nos enfants aussi, c'est pour le futur aussi qu'on se bat. Monsieur, vous travaillez également? Oui, bonjour, moi je travaille à la FNEM, oui. Donc Fédération Énergie et Mines de Force Ouvrière. Alors, vous êtes là depuis le début des mobilisations, vous êtes aussi contre cette réforme de retraite? Oui, étant donné que je suis dans l'organisation des manifestations, donc je suis là depuis le début et ça se passe bien, ça va. Alors, vous avez espoir que peut-être le président va faire un geste à un moment donné? On va continuer jusqu'à ce qu'il nous écoute, parce qu'après tout, c'est nous, c'est notre voix qui doit primer sur son bon vouloir. Déjà qu'il a pris le pouvoir, on va dire, il a été élu une deuxième fois. Par qui? On ne sait pas. Mais en tout cas, on est là, et s'il faut continuer jusqu'à peu plus, eh ben, il faut qu'ils nous entendent à un moment donné. Donc on n'abandonnera pas, on ne lâchera pas l'affaire. Est-ce que depuis des années vous travaillez, c'est la première fois que vous voyez une telle mobilisation dans les rues? Oui, et c'est même surprenant, mais c'est très intéressant de voir que tout le monde se sent concerné. On va avoir beaucoup de jeunes normalement qui vont se rassembler avec nous cet après-midi pour nous le prouver justement. Et c'est vrai qu'on n'avait jamais vu, enfin moi, de mon vécu, en 27 ans de carrière, je n'avais jamais vu autant de monde dans la rue. C'est dire si le débat est important et c'est dire si notre voix elle est importante et il faut qu'on se fasse entendre. Voilà, alors le trajet, on est à la place de la République, ça doit aller jusqu'à Nation, vous allez pouvoir tenir le coup? On est obligé, on va y aller jusqu'à Nation, jusqu'au bout. Voilà. Je vous le disais donc, des manifestations un peu dans toutes les villes de l'Hexagone aujourd'hui. On est contre cette réforme, en tout cas les manifestants sont contre cette réforme de la retraite et on attend à peu près 900 000 manifestants sur l'Hexagone aujourd'hui. Outre-mer News depuis la place de la République au ZCL News. Merci. Voilà, Outre-mer News, nous nous trouvons toujours
place de la République pour cette 10e journée de mobilisation. Beaucoup de monde dans les rues de Paris, en tout cas pour cette traversée entre la place de la République et Nation, toujours contre cette réforme des retraites, des manifestations un peu partout dans l'Hexagone, sur toutes les grandes villes aujourd'hui. Et bien évidemment, le ministère de l'Intérieur, la préfecture de police, très inquiet. On crée peut-être des incidents, mais pour le moment, tout se passe très bien, on va dire. Et voilà, c'était donc un reportage au News avec Maurice Cissé en direct de Paris. On va revenir en Guadeloupe et on va essayer de bien voir avec Opticaline et Aline. Non, Opticaline et Aline. Bonjour. Bonjour. Générique, c'est parti. On va voir quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler de la vue et de la conduite. Oui. Vue, conduite et vision. D'accord. Mais cette fois-ci, on va faire quelque chose de différent. D'habitude, c'est vous qui me posez des questions. Oui. Mais pendant 1 minute 30, juste 1 minute 30, Waouh. je vais prendre votre place. Et Merci. c'est moi qui vais vous poser des questions. Bon, j'espère que je vais réussir à mon examen. Alors, ce n'est pas un examen. Je repasse mon permis, là, c'est ça? Non, même pas. Même pas. Ce n'est pas un examen, ne le prenez pas. Alors, je ne teste pas vos connaissances, c'est juste votre ressenti. Et je demanderai aux personnes qui sont derrière l'écran de faire de même. D'accord. On se prend au jeu. Nous sommes d'accord? On se prend au jeu, pas de problème. C'est parfait. Bon, alors, la première question est de savoir, selon vous, quel est le sens qui est le plus utilisé au niveau de la conduite? Ben, ça peut être que la vue. Hein? C'est la vue, exactement. La vue, c'est la vie. Exactement. Et donc, selon vous, toujours, quel est le pourcentage d'informations qui est donné par rapport à cette vue? Ben, par rapport à ce sens-là? Ben, j'ai envie de dire presque 100%, hein, ou pas loin de 100%. Voilà, mais vous n'êtes pas loin. 90%, des informations que nous utilisons au niveau de la conduite sont fournies par la vision. Tout à fait. Alors, toujours une avant-dernière question. Quel est le minimum d'acuité? Alors, l'acuité étant la capacité que nous avons à voir au loin, ou à voir tout simplement. Quel est le minimum d'acuité est-il utile d'avoir pour la conduite? Ça c'est une question un petit peu... Bon, alors, pour la conduite, je dirais 70. Alors, généralement, c'est un dixième, oui. 2 dixièmes, c'est un dixième généralement, 3 dixièmes, 4 dixièmes, 5 dixièmes, 6 dixièmes, 7 dixièmes, généralement. 6 dixièmes à peu près. 6 dixièmes, mais vous n'êtes pas très loin. 5 dixièmes. 5 dixièmes. Avec 5 dixièmes, si on a les deux yeux, le couple oculaire, qui nous permet d'avoir au moins 5 dixièmes d'acuité, on peut avoir la possibilité de passer le permis. Ah, quand même. Oui. Et la dernière question, en moyenne, combien de conducteurs ne portent pas leurs lunettes quand ils conduisent? En moyenne. C'est en pourcentage aussi? 100%. Globalement. Bon, peut-être 10%. Ben, vous n'êtes pas très loin, en fait. Hein? Vous n'êtes pas très loin, mais c'est 20%. 20%? C'est-à-dire 2 conducteurs sur 10 ne portent pas leurs lunettes. À l'échelle de la France, ça représente à peu près 8 millions de personnes. Si on pourquoi ils ne portent pas leurs lunettes? Par fantaisie, disent qu'ils ne portent pas leurs lunettes. C'est-à-dire qu'ils ont une correction, mais parce qu'ils ne souhaitent pas les porter, ils ne portent pas les lunettes. Et si on la ramène à l'échelle globalement de la Guadeloupe, où nous avons à peu près 400 000 personnes globalement, et nous dirons qu'il y a, je dis une grosse cote mal taillée, disons 100 000 personnes qui conduiraient, et je pense qu'il y en a plus qui conduisent, ça ferait globalement 20 000 personnes qui conduiraient et qui ne porteraient pas leur correction. Sachant que 90% des informations qui nous sont données au niveau de la conduite sont fournies par l'œil. Et est-ce qu'il y a un rapport avec le nombre d'accidents, ça? Alors, le nombre d'accidents, on constate que 12% à peu près des accidents sont... Alors ça, nous sommes toujours à l'échelle nationale et c'est la SNAV qui nous le dit. Donc l'association qui gère tout ce qui est au niveau de l'amélioration de la vue. Et en fait, il y a 12% des accidents où la vue
le problème visuel serait concerné. Alors, il y a une question qui n'est pas posée, mais il faudra la poser un jour. Combien de conducteurs conduisent avec un téléphone? Là, c'est une autre affaire. Bien, on continue. Alors, donc par rapport à tout ça, donc quel est le minimum visuel dont nous avons besoin pour la conduite? Nous avons parlé. Donc, alors là, je vous redonne la main. Je peux reposer les questions. Je vous redonne la main. Alors, là. oui, d'accord. Je ne pourrais pas aller jusqu'au bout comme ça. Oui, alors, le minimum dont on a besoin pour la conduite, on l'a dit à peu près. 70. Alors, on a dit 5 dixièmes. Donc, 5 effectivement, l'une des choses nécessaires pour la conduite, c'est déjà l'acuité visuelle. Donc, 5 dixièmes, mais pas que. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de voir net, c'est sûr, mais une bonne vision, ce n'est pas que l'acuité visuelle. C'est aussi le champ visuel. Et quand on parle de champ visuel, ben, en fait, pour pouvoir conduire, il nous faudrait un champ à peu près 50, 60, 100, disons entre 100 et 60 au niveau de notre champ visuel. Dans le champ visuel, vous avez la partie centrale qui nous permet de voir net et la vision périphérique qui nous permet d'avoir la notion du mouvement et la notion du danger. Donc, dans la partie centrale, nous regardons et nous apprécions la route, nous voyons le chauffeur, la voiture qui est devant. Et la partie qui est périphérique nous permet d'avoir la notion de la vitesse, par exemple. Quand nous roulons et que les arbres défilent à côté, ça nous permet d'avoir la notion de la vitesse. Et naturellement, s'il y a un piéton qui traverse, mais c'est d'abord la vision périphérique qui nous permet de pouvoir avoir ces éléments-là. La vision centrale est nette, la vision périphérique, elle n'est pas tout à fait précise, mais elle nous permet d'avoir justement cette notion de mouvement. L'autre chose qui est importante au niveau de la vision, c'est notre sensibilité à la lumière. C'est-à-dire, certaines personnes peuvent être éblouies, à la fois par le soleil ou par les phares de voiture, on l'entend de plus en plus souvent. Donc, cette sensibilité à la lumière est aussi importante par rapport à la conduite visuelle. Alors, autre question. Quelles sont les fonctions visuelles qui sont sollicitées pour la conduite? Alors, les fonctions visuelles qui sont sollicitées, mais d'abord la vision de loin, comme on l'a dit, de manière à pouvoir regarder l'objet, regarder la route, et regarder... donc, la vision de loin qui nous permet à la fois d'évaluer un petit peu la situation. La vision périphérique, comme je le disais, qui nous permet d'avoir la notion de notre environnement. Donc... qui nous donne la possibilité d'avoir cette notion de vitesse, de mouvement, de danger aussi, quand il y a un danger. Donc, c'est cette vision périphérique qui est nécessaire. Et ce qui est important aussi, c'est notre vision binoculaire, c'est notre capacité avec nos deux yeux de voir, de combiner ces deux yeux-là. Et ça s'appelle la vision binoculaire. Et la vision binoculaire, elle, nous permet d'avoir une notion d'appréciation de la distance, l'appréciation du relief et de la profondeur. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est en fait la vision intermédiaire, qui nous permet, vision intermédiaire et vision de près, qui nous permet à la fois de lire les panneaux, mais aussi de pouvoir regarder notre tableau de bord et pas le portable pour pouvoir le regarder, mais au cas où il est utilisé dans un cadre de GPS, avoir ces notions-là à ce moment-là. Mais alors, est-ce qu'il y a des facteurs particuliers qui peuvent gêner la vision pendant la conduite? Alors oui, la première des choses qui peut déjà gêner, c'est le fait de ne pas être correctement corrigé. Donc, l'une des premières choses qu'on invite à faire, c'est de faire un contrôle régulier pour toujours tester la vue, de manière à ce que déjà, au niveau de la vision, que nous ayons une vision qui soit la plus performante. Alors, on parlait tout à l'heure de 5 dixièmes. Les 5 dixièmes, ils doivent être validés ou sans correction ou avec correction. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, à l'œil nu, n'ont pas ces 5 dixièmes, mais dès l'instant où ils ont une correction telle que des lunettes ou des lentilles, ils sont aptes à la conduite. La seule chose, c'est que pour ces personnes-là, il sera obligatoire de noter sur leur permis qu'ils ont besoin de lunettes ou de lentilles. Et donc, à ce moment-là, ils doivent toujours, quand ils prennent le volant, avoir une paire de secours ou une lentille de secours au cas où ils auraient un souci ou un problème. Avoir toujours la possibilité de pouvoir parer au mieux. Au plus précis. Au plus précis. Les autres choses naturellement qui peuvent interférer, c'est tout ce qui est d'ordre météorologique, à savoir la pluie, le brouillard, le soleil quand il y a luminosité trop importante, et puis les choses dont
où je mets particulièrement le doigt, Oui. ben, c'est l'alcool, Oui, bien tout sûr. ce qui est de l'ordre des stupéfiants. Ouais. Et puis, donc, tous ces éléments-là sont amenés à modifier notre schéma visuel, à modifier notre capacité de pouvoir apprécier les distances et nos réactivités. Ce qu'il y a aussi qui peut intervenir, c'est la notion d'éblouissement. On a parlé tout à l'heure d'éblouissement par rapport au soleil, mais aussi par rapport aux phares de voiture. Il y a des personnes aussi qui sont très sensibles, qui ne conduisent pas la nuit ou qui ont plus de mal à conduire la nuit. Donc, dès l'instant où on est en basse luminosité, eh bien, ça aussi, ce sont des choses qui peuvent intervenir au niveau de la vision. Et c'est vrai que plus on prend de l'âge, plus on devient sensible à ces notions de luminosité qui peuvent intervenir à ce niveau-là. Et il y a des solutions pour pallier à tout ça? Alors, ben, la première des solutions, c'est déjà, ben, quand on est en voiture, de veiller à ce que le pare-brise soit propre. Oui, que les essuie-glaces Voilà, que les essuie-glaces fonctionnent. Nettoyer donc nos rétros, que ça soit intérieur ou extérieur. Penser à ce que nos lunettes soient nettoyées aussi et avec naturellement les bons chiffons, n'est-ce pas, monsieur Zandronis? Oui, avec le bon chiffon, pas avec la chemise. Pas avec la chemise, oui. Voilà. Et puis, naturellement, au niveau des solutions qui peuvent y avoir, ben, ce sont des solutions optiques qui peuvent être à disposition et qui permettent donc d'améliorer la vision. Donc, on a parlé tout à l'heure d'éblouissement. Les solutions, c'est des verres qui vous permettent d'être moins éblouis. Donc, quand on est en journée, ça pourra être des lunettes de soleil qui peuvent être ou des lunettes polarisées. Je pense que ce sont des choses que vous commencez à... Ce sont des mots qui commencent à avoir du sens. Et donc, le verre polarisé, c'est un verre donc, qui retire tout ce qui est réverbération, qui nous permet de ne pas être gênés par la réverbération. Mais nous pouvons aussi avoir, pour des personnes qui peuvent être un petit peu sensibles à la lumière, des verres qui teintent au soleil. Aujourd'hui, nous avons en plus la chance d'avoir des verres qui teintent au soleil à l'intérieur de l'habitacle de la voiture. Donc, ça vous permet d'être moins gêné par la luminosité extérieure, mais aussi le soir, par rapport aux phares de voiture, d'être moins gêné par les phares de voiture. L'autre chose, c'est que en matière de lunettes aussi, le soir, vous avez la possibilité, quand vous êtes gêné par cette notion à la fois de phare de voiture et de luminosité, on a souvent parlé du verre jaune, qui permet d'atténuer un petit peu les effets des phares de voiture. Mais aujourd'hui, nous avons la chance, en tout cas, nous, dans notre espace à Opticaline, nous avons la chance de pouvoir proposer un verre ça s'appelle le Drive Safe. Donc, comme on entend, drive, donc conduite, safe, en sécurité, et qui permet justement de limiter les effets de luminosité et d'éblouissement, et qui permet surtout d'avoir du champ visuel. Donc, aujourd'hui, la plupart des verres que nous avons, verres progressifs, nous permettent d'avoir du champ visuel, c'est-à-dire de vous permettre d'avoir cette vision périphérique pour qu'il n'y ait pas d'angle mort quand vous conduisez avec vos lunettes. Et c'est important quand vous allez voir votre opticien de préciser vos besoins, parce qu'à chaque problème ou à chaque plainte existe maintenant une solution qui est de plus en plus spécifique. D'accord. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure? Ben, pour conclure, c'est avoir toujours ce réflexe de pouvoir faire contrôler sa vision, je dis toujours d'être proche de son ophtalmo, parce que ça reste le professionnel qui nous permet de véritablement tester notre vision et d'évaluer nos capacités visuelles. Et l'autre chose, de discuter avec son opticien. Il y a une chose sur laquelle je voulais revenir, c'est la relation entre la vitesse et la conduite. Et la conduite, oui. Notre capacité visuelle diminue quand la vitesse de notre véhicule augmente. Plus nous allons vite, plus notre champ visuel se rétrécit. Oui, c'est vrai. Et donc, à 30-40 km/h, nous avons un champ visuel qui est globalement de 100 degrés, ouvert à 100 degrés, ce qui nous permet d'apprécier à la fois la partie centrale, mais ce dont on parlait, la partie périphérique. Quand on arrive à 80 km/h, notre champ visuel arrive à peu près à 80 degrés.
À 130 km/h, notre champ visuel, il est à 30 degrés. Ça veut dire qu'on ne voit que la partie centrale et on a des risques de ne pas voir ce qui se passe sur les côtés. Donc un piéton qui est sur les côtés, une voiture qui nous dépasse, on n'a plus cette visibilité. Donc, adaptez votre vitesse à votre conduite. Et on sait malheureusement quel est l'impact de la vitesse sur les accidents. Quand nous constatons les pourcentages, on a parlé de 12% au niveau de la vision. Malheureusement, la vitesse est nettement plus impliquée en termes d'accidentologie. Et donc, soyons prudents. Et voilà. Merci. C'était Aline Optique ou Optique Aline. Voilà. On passe tout de suite, on parle de vue, on va parler de cinéma, puisque le festival Nouveau Regard débute demain soir et nous avons avec nous un producteur très connu, Gnama Badibdega. Bonjour, bonjour. Bonjour, Yannick. Et il revient d'un voyage lointain. Bon, enfin, peut-être pas aujourd'hui en parler. On peut dire un petit mot quand même sur le FESPACO, ça s'est bien passé? Oui, très très bien. Et puis, en fait, on reste dans l'actualité parce qu'il s'agit effectivement de créer une passerelle, je dirais, une passerelle culturelle entre les Antilles et l'Afrique. Oui. C'est un peu de ça que va parler cette conférence. C'est ce soir? C'est demain de 11h à midi et demi à Félix Proto. À Félix Proto. Voilà. Oui. Et donc, c'est une passerelle, ça dit quoi alors? En fait, c'est donner des possibilités aux producteurs de mettre en place des coproductions avec des producteurs du continent africain et ce qui va permettre aussi d'ouvrir les possibilités de financement, certains fonds qui sont mis en place qu'on ne peut pas avoir nous directement en étant seul. C'est pour ça que c'est intéressant effectivement de mettre en place des coproductions pour ouvrir sur plus de financement. Et effectivement, il y a plein de fonds qui existent aujourd'hui, comme les fonds OIF, les fonds de la francophonie, fonds Jeunes Création francophone. Il y a plein de guichets en fait qui existent aujourd'hui et par le biais de ces coproductions peuvent nous donner des accès. Donc, et puis en plus, nos histoires se rejoignent un petit peu sur certains plans. On a des histoires qui se ressemblent. Donc, idéalement, c'est de mettre ces coproductions en place, nous permettre d'être plus forts. Voilà, c'est ça un petit peu l'idée. Comment se porte en deux mots, comment se porte le cinéma africain en ce moment? Très, très, très bien. Vraiment très bien. J'ai été au FESPACO président du jury des séries et des films d'animation. Il y avait des projets vraiment extraordinaires. Ça produit beaucoup. Pour donner des exemples sur des régions comme la Côte d'Ivoire ou le Togo ou le Sénégal, c'est pas moins de 15 à 20 séries par an, ce qui est énorme. On a un vrai vivier d'acteurs aujourd'hui dans ces régions. Et puis, on commence à avoir effectivement des projets avec la Guadeloupe, notamment. On a des projets, je prends l'exemple du projet de Mariette Montpierre, par exemple, qui aujourd'hui prépare une série où on a des acteurs du continent qui vont participer dans cette série. C'est déjà une forme de coproduction. Pareil pour Christian Lara, sur lequel on va tourner au mois de mai, un projet qui fait venir 3 acteurs burkinabés, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Donc voilà, on est vraiment dans la passerelle culturelle. Il faut rappeler que Saint-Éloi avait gagné quand même... Oui, bien sûr, le Sotigui, où la Guadeloupe était pays invité d'honneur. C'était vraiment un événement important et qui nous a conforté aussi dans cette démarche de mettre en place cette passerelle culturelle. Donc j'encourage effectivement tous les producteurs à s'ouvrir à ces coproductions parce que ça représente du financement en plus, ça permet de se répartir un petit peu les tâches
parce que lorsqu'on est tout seul, c'est beaucoup plus compliqué de tout faire. Par contre, si on se met ensemble et puis que chacun trouve sa place dans la coproduction, ça devient beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace et beaucoup plus d'ouverture également, puisque nos œuvres peuvent circuler aussi bien dans la zone francophone que sur l'Afrique et même sur les zones d'Afrique anglophone. Et même aux États-Unis, pareil, on a des exemples bien précis qui... Un dernier mot m'a dit Death in Paradise, c'est 8e année déjà? Ah non, t'as pris du retard. Ah bon, je sais plus. Notre Paradis, c'est la saison 13 qui va commencer. 13 voilà, déjà. le tournage va commencer au 1er mai. Oui. Donc voilà, c'est déjà la 13e saison. Et c'est pas prêt de s'arrêter puisqu'il y a déjà une 14e saison de signer avec entre la BBC et la société Red Planet qui est producteur de cette série. Et ça se tourne toujours en Guadeloupe, ADE? Toujours en Guadeloupe, toujours ADE et puis dans d'autres communes. Pas simplement ADE, il y a Pointe-Noire, Bouillante. Ça a déjà fait pratiquement le tour de la Guadeloupe. Cap-Esther, Pointe-à-Pitre, Gousier. Il faut dire que vous êtes l'une des personnes qui, depuis le début... Oui, alors je me suis un peu reconcentré sur l'Afrique, effectivement, même si je suis encore présent dans le dispositif. Mais depuis la première saison, effectivement, j'ai été présent sur cette série qui est vraiment une vraie série pour nous, en tout cas en Guadeloupe. Ça nous apporte vraiment beaucoup, tant au point de vue de la formation et l'émancipation de nos ressources en termes techniques et même artistiques, aussi au niveau de la production et puis de la visibilité aussi de la Guadeloupe, parce que c'est plus de 200 pays qui chaque année diffusent cette série, qui n'arrêtent pas de faire de l'audience. Donc, des vraies retombées pour la Guadeloupe. Ça nous ramène du monde. Les gens ont envie de voir la Guadeloupe, de découvrir nos magnifiques décors. Voilà, ça n'arrête pas, quoi. Bien, je rappelle donc demain, 11h30, 12h30. Voilà, je serai en présence de Magali Armand, qui est une personne qui a travaillé longtemps au CNC, qui a mis en place qui a participé à la mise en place de pas mal de fonds, notamment le Fonds Jeune Création Francophone, et puis aussi elle a participé à pas mal d'autres fonds. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise vraiment tout le mécanisme. Donc c'est vraiment... Moi je l'ai rencontrée lorsque je siégeais avec elle à Jeune Création Francophone. Ce sera très très riche, en tout cas en matière d'information pour tout ce qui est financement dans les coproductions Afrique-Antilles. Vendredi, donc je conseille à tous mes collègues producteurs d'être là parce qu'ils vont vraiment avoir de vraies pistes pour ceux qui ont des projets qui peuvent échanger aussi avec le continent africain. Ils seront au bon endroit demain à 11h, entre vendredi, c'est vendredi. C'est vendredi 31 mars. Vendredi, ouais, 11h30. 11h30 à 13h. 11h à 13h. Midi 30. À midi 30. Voilà. À la salle Félix Proto. À Félix Proto, là, on se tiendra le festival. Voilà. Merci, Opta. Merci. Et merci, Badi. Et on finira avec le petit slogan. Oui. Au volant, la vue, c'est la vie. Oui, c'est vrai, en plus. À tout de suite, deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure avec Cynthia Lefort et Barbara Montpierre. Ce sont nos deux chroniqueuses, l'une sur la rencontre de soi et l'autre sur le naturel, puisqu'elle est naturopathe. À tout de suite. Voilà, nos chroniqueuses du mardi sont déjà là. Bonjour Barbara. Bonjour Dani, bonjour à tous. Ça va et toi? Oui, et Cynthia est là aussi. Bonjour Dani, bonjour Barbara. Bonjour Cynthia. Et elles sont toutes les deux en vert. Pour une naturopathe, c'est normal. Pour une personne qui prend soin de soi, c'est aussi normal. On revient vers vous dans un instant. Le temps d'aller faire un petit tour à la conférence de presse sur le piratage audiovisuel. C'est parti. Charlie Dagonia. Quand c'est piraté, c'est raté. Le meilleur plan pour regarder les programmes avec toute la famille, c'est encore de les regarder sur l'échelle et les plateformes autorisées. En fait, il y a un risque en consommant
le piratage audiovisuel. Aujourd'hui, si je vais sur un site de streaming, ce qu'on appelle les sites de streaming, si je vais sur un site internet qui propose des contenus de manière illégale, je m'expose à des dangers. Alors ça peut être des dangers à la limite très limités. Enfin, voilà, si je regarde une série qui est doublée en québécois, c'est un petit peu désagréable, mais c'est pas grave. Par contre, on a des dangers beaucoup plus graves avec l'exposition à des contenus pour adultes. Donc imaginez, un enfant regarde la télévision sur une offre piratée, son dessin animé préféré, et hop, en plein milieu du programme, on a un contenu pour adultes. Imaginez les dégâts que ça peut faire. Et ça peut arriver sur des offres illégales de télévision. Et puis, certaines offres sont payantes. Et là, je ne vous parle pas de la carte bancaire. Soit on paye et on n'a pas de service derrière, ou alors pire, on paye, on nous dit que ça ne marche pas, on paye plusieurs fois et on peut se retrouver avec des sommes faramineuses débitées sur le compte bancaire. Parce que ce sont des réseaux organisés qui pilotent toutes ces plateformes de streaming. Alors concernant le piratage, ce qu'on attend en tous les cas de cette campagne, c'est qu'elle puisse au moins déjà sensibiliser les gens, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a une véritable problématique, déjà d'une, dans le fait que les gens ne sont plus en capacité d'identifier les supports sur lesquels ils consomment les œuvres cinématographiques, les films, pour résumer, parce qu'il y a pléthore d'offres, et parfois payantes, même si c'est du piratage, et parfois c'est payant. Donc il y a cette difficulté aussi d'identification, et puis le fait qu'on ne sait pas forcément qu'en tant que consommateur, on contribue aussi au piratage. Donc cette campagne de sensibilisation, elle nous a forcément, nous aussi, touchés à France Télévisions, parce que même si nous n'avons pas de contenu payant sur France Télévisions, mais pour autant on investit beaucoup aussi dans le cinéma. Alors on a des moyens pour lutter contre le piratage, des moyens technologiques avec une veille en permanence. On est sur Internet, donc nous la première étape c'est de faire en sorte que on puisse détecter ces sources de piratage, et ensuite on a aussi bien des armes juridiques en portant plainte contre ces pirates, mais également en bloquant certains flux lorsqu'ils sont diffusés de manière illégale. Et donc ces acteurs du piratage peuvent être aussi bien des acteurs des réseaux qui sont situés à des milliers de kilomètres d'ici, mais peuvent également être situés sur nos territoires, avec l'exemple récemment en Martinique d'un jeune qui a été arrêté, qui a même fait de la prison parce qu'il revendait et il faisait de l'argent sur ces offres de télévision pirates. Voilà, la fin du piratage. Alors, on commence par Barbara. Bon, alors, c'est parti avec Barbara. Générique à la rencontre de soi. Je suis sûr que c'est un sujet, Barbara, qui va intéresser tout le monde, encore plus que les autres. Comment sortir de la dépendance affective? C'est ça, Danick. Eh bien, un sujet très, très sensible. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de venir. On a fait même un débat sur les relations toxiques. Tout à fait. Et le sujet de la dépendance était revenu sur mes différents réseaux, lors d'échanges aussi avec d'autres chroniqueuses, parce qu'on en a parlé aussi avec Cynthia, avec Sandy. Enfin bref, c'est vraiment un sujet de société, donc à échelle mondiale. Il faut dire ce qui est dans les relations, mais particulièrement aussi aux Antilles, en faisant un petit focus sur la Guadeloupe, où on va dire malheureusement, mais aussi heureusement, puisque ce qui peut faire notre faiblesse fait notre force, eh bien, cette construction identitaire revient. J'ai petit clin d'œil à Iman pour son sujet d'hier, le débat sur la femme potomitan. Eh bien, il est vrai que notre construction identitaire a aussi malheureusement contribué en quelque part à ce qu'il y ait une forme de dépendance, avec notamment le driver, fait plaisir, faire toujours plaisir, faire plaisir dans cette position. Voilà, et ne pas, ce qui est lié aussi avec le fait de ne pas savoir dire non. Alors, j'ai fait que démarrer tout de suite, Danick, mais big dédicace aux téléspectateurs, contente de vous retrouver. Et j'en profite aussi pour dire que je serai présente tous les 15 jours.
voilà, maintenant, on change, puisqu'on était sur un format d'une semaine, mais avec des thématiques différentes. On verra sur quel format on se voit. Donc, je voulais faire cette petite... Il y a bientôt un débat qui est dans les hauts. C'est ça, un débat qui est dans l'air. Sur les, je peux déjà le dire, sur les relations hommes-femmes, les relations aux Antilles entre les hommes et les femmes. Donc, focus sentimental qui fait le lien avec aussi le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, donc la dépendance affective. Ça m'a intéressé, Cynthia, je suis sûr. Bon, alors, c'est vrai qu'on attend beaucoup quand des situations compliquées. Et oui, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu l'occasion, et je pense que aussi personnellement, on peut être aussi dans des rapports plus ou moins compliqué, tout dépend de la personne qui peut être en face, tout dépend de soi aussi. Et j'ai voulu vraiment aller sur ce sujet de la dépendance affective. Encore une fois, chaque professionnel interviendra dans son champ, sa sphère de compétences dans la dépendance, puisque qui dit dépendance dit souvent aussi emprise. Et il est vrai que l'apport d'un psychologue, thérapeute ou psychiatre va faire aussi la différence avec le coach. Donc, il y a en fait du travail en fonction de la pathologie de la personne ou de la difficulté pour chacun en fonction de sa spécialité. Ça, c'est vraiment important de le spécifier et ce sera justement à la personne qui va se sentir concernée par ce qu'on va avoir aujourd'hui, de faire appel aux professionnels qui sera en fait amène de traiter en fait la demande. Et comme toujours, on commence par la définition. Exactement. Passons tout de suite à la définition. Alors, dans la définition, j'ai choisi, donc je me suis basée sur le Larousse, j'ai choisi de prendre, puisqu'il y a plusieurs définitions, mais on va se concentrer sur 2 points. Alors, la dépendance affective, donc c'est un état, une situation de quelqu'un, d'un groupe, qui n'a pas d'autonomie par rapport à un autre, qui n'est pas libre d'agir à sa guise. D'accord ? Autre définition, donc il s'agit d'un assujettissement à une drogue, une substance toxicomanogène, voilà, j'ai réussi, se manifestant lors de la suppression de cette dernière par un ensemble de troubles physiques et psychiques. Alors, pourquoi j'ai pris vraiment ces 2 définitions? En fait, c'est pour montrer l'état de la dépendance et l'autre, l'effet que ça a physiquement et physiologiquement. Donc, on sera en fait carrément sur une dimension mentale et aussi avec un ressenti physiologique. Donc, bien sûr, en tant que professionnel de la communication émotionnelle, j'ai voulu vraiment qu'on puisse faire le point dessus. Parce que quand on est dans un état de dépendance, on ressent des choses à l'intérieur de soi qui vont nous pousser à continuer à aller vers l'autre et dépendre de l'autre. Danick. Oui. Et comment on peut régler ça? Alors, déjà, une chose que j'aimerais préciser, c'est que la dépendance, on parle de dépendance affective. La dépendance affective, elle peut se retrouver dans plusieurs domaines. D'accord. Alors, c'est pour ça que j'ai dit qu'on fera un point sur le volet sentimental. Bon, parce que c'est quelque chose aussi qui revient, il faut dire ce qu'il y a. Il y a de plus en plus, même s'il y a des couples, etc., mais il y a de plus en plus, malheureusement, de mots dans les couples. Donc, je pense que c'est un sujet qui va être important à aborder. Oui, c'est ça. Et de mots aussi, ou de non-mots, de non-communication. Oui, ça aussi, d'absence de communication. Absence de communication. Tout à fait. Mais il est vrai que la dépendance affective peut toucher, donc, la sphère privée, la sphère familiale, la sphère professionnelle, la sphère amicale, puisqu'on va parler encore de la personne qui est en face. On va parler de la personnalité aussi. Donc, en fonction de la personnalité, c'est-à-dire que si on est face à une personne qui va être dépendante, donc c'est ce qu'on va voir, on verra les différents signes dans quelques instants, mais il est vrai qu'elle pourrait être confrontée dans différentes sphères de sa vie. Oui, mais alors comment on peut savoir si on est dépendant? Voilà, on va voir ensemble quelques signes, voilà en fait en images. Voilà, donc on va déjà pouvoir identifier une personne qui a tendance à cette dépendance affective, à une personne pour qui le regard des autres sera d'une haute importance. D'accord. Au niveau de ses pensées, au niveau de ses actes, au niveau vraiment de ses agissements. On va même dire que cette personne aura tendance systématiquement à demander l'aval, l'accord d'une autre personne pour agir. Donc, elle sera dans l'indécision. On a parlé de l'indécision aussi dans un sujet chronique. Et bien, cette personne aura tendance vraiment à être très indécise et avoir besoin de l'autre pour prendre une décision. Autre point, bien sûr, ça va être le manque d'amour de soi, une faible estime de soi. Ça, c'est vraiment un sujet qui est capital et central. On en parle, tout le monde en parle. Il est vrai que nécessairement, si je manque d'amour de moi, si je n'ai pas une image, une valeur de moi qui soit à la hauteur de qui je suis, bien, nécessairement, je serai beaucoup plus réceptive au tout venant, à ce que les autres peuvent dire, aux pervers narcissiques, aux relations toxiques, puisque je ne pourrais pas mettre cette fameuse limite qui vient après. La peur d'être seule, la peur bleue d'être seule.
Ça aussi, c'est une des caractéristiques qui est très marquante dans la dépendance affective, c'est qu'on a besoin d'être tout le temps avec une personne, avec quelqu'un, qu'on soit entouré. On a besoin de présence, parce qu'il y a cette fameuse peur bleue d'être seul. La peur du rejet, la peur d'être rejeté. Donc, je reviens au début de chronique quand on parlait du fait de vouloir faire plaisir. Faire plaisir parce que je me dis, ben écoute, si je fais plaisir, ben, je ne serai pas rejetée, on va m'aimer, on va m'apprécier, on va. En gros, le « on » a une place prédominante dans la personne qui est en dépendance affective. Et pour poursuivre au niveau des signes, on va voir la suite. Puisqu'il y en a plusieurs, hein. Voilà, il y en a vraiment beaucoup, mais il est vrai que cette personne aura besoin d'être rassurée constamment, rassurée, donc par exemple dans la relation sentimentale, quel que soit finalement ce que l'être qui est en face, hein, donc le compagnon ou la compagne, pourra dire à la personne qui souffre de dépendance, eh bien elle aura constamment besoin d'être rassurée parce qu'elle aura tout de suite un focus négatif. Un exemple, eh bien si je n'ai pas de réponse de ma compagne, par exemple, peut-être 1 heure, 2 heures, enfin je donne un exemple comme ça, hein, eh bien je serai en mode tout de suite interprétation. Interprétation, il met un chambitin, qu'est-ce qui se passe? Je verrai les choses de façon négative. Alors, bien entendu, j'ai pris un exemple comme ça, hein, puisqu'il y a tout un contexte à prendre en compte. Dans le contexte, eh bien, il peut y avoir les blessures du passé, les expériences passées répétitives qui vont faire que je serai dans la méfiance. Mais la personne qui, elle, aura cette dépendance, quel que soit ce que la personne fera, aura ce réflexe de penser, eh bien, comme je ne suis pas digne d'être aimée, eh bien, on me fait quelque chose, ça cache quelque chose. Ce qui fera qu'elle pourra tout de suite facilement tomber dans le chantage affectif. Mais alors, quels sont, on peut dire, d'où ça vient en général, ce genre de relation? Eh bien, en fait, d'où ça peut venir, plusieurs explications. Donc ça aussi, on va le voir de quelques causes en images. Alors, les mots de l'enfance. C'est vrai qu'on j'en parle beaucoup. On en parle beaucoup, mais il est vrai que si, par exemple, j'ai manqué d'amour pendant mon enfance ou j'ai eu une enfance avec un environnement qui n'était pas sécurisant pour moi, sécuritaire, eh bien, je serais en manque d'amour, en manque d'amour de moi, pas forcément une construction identitaire stable, eh bien, j'aurais plus tendance à être dans la dépendance affective parce que je n'aurais pas eu nécessairement tout ce qu'il me fallait pour me sécuriser et finaliser mon enfance. Alors, la perte, ça peut être aussi la perte d'une personne qui nous est chère. Ben, quand on est dans une phase de deuil ou un décès, ça fait qu'on est désorienté aussi. Donc, ça peut être aussi un pilier qui s'en est allé, ce qui fait une perte de repère. Et cette perte de repère peut entraîner une dépendance. Encore une fois, ce n'est pas systématique, hein? Ça dépend de plusieurs causes. Une agression, des abus, donc là, vraiment, ces personnes doivent faire appel à des professionnels pour les accompagner, pour ne pas rester dans peut-être aussi une forme de mutisme. Et plein d'autres cas, hein, plein d'autres causes. Par exemple, on peut parler d'un accident, d'une maladie, d'un handicap, ou tout événement, finalement, qui va faire que ça va chambouler mon être. Ça va chambouler mes habitudes, chambouler finalement même mon socle de valeurs et de croyances parce que finalement, je serai ébranlée. Et du coup, dans ce cas-là, ça peut arriver qu'on tombe dans une forme de dépendance par rapport à une autre personne. Et comment on en sort? Comment en sortir? Et juste pour terminer au niveau des causes, donc il va y avoir aussi, on le répète puisque c'est important, le manque d'estime et d'amour de soi. Voilà, ça c'est nécessairement, ça revient toujours. Alors, pour en sortir quelques... par rapport à ce que tu dis. Justement, c'est ça la question. Parce qu'on a vu toutes les causes, on a vu les effets, alors comment on en sort? Alors, pour en sortir, donc, je ne cesse de le répéter, mais c'est important, c'est d'arriver à faire preuve d'amour envers soi-même. Ça peut sembler facile à dire comme ça, mais dans toutes les petites actions, le fait d'être en alerte sur ce que je ressens, puisque ce que je voulais aussi dire, c'est que dans cette phase de dépendance, ça entraîne une souffrance. La souffrance du manque. Je manque, la personne me manque, telle personne me manque. Je sens un manque, du coup, ça crée une souffrance à l'intérieur de moi. Donc déjà, d'être attentif à ce qui se passe, arriver à me dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je détecte qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne chez moi parce que dès que la personne n'est pas là, même si c'est peut-être peu de temps, je ne me sens pas bien. J'ai une souffrance, c'est déjà un premier pas vers la victoire. De s'alerter, être à l'écoute, prendre conscience en fait de ce qui se passe en moi et ce qui fait que j'ai telle ou telle attitude et que je peux accepter tout et n'importe quoi, par exemple. Puisque ça aussi, c'est de se dire que quand on est dans une dépendance, eh bien, on peut accepter l'inacceptable. D'accord? Alors ensuite, ça va être de faire appel à un professionnel parce que c'est vrai que dans des cas de dépendance, souvent, c'est
difficile. Je ne veux pas dire impossible, ce serait prétentieux, mais c'est vraiment très difficile d'en sortir seul. Tout seul, oui. On a besoin d'un accompagnement. Donc, accompagnement, que ce soit, comme je disais, psychologue, thérapeute, psychiatre, coach, puisque le binôme aussi est plus que proposé. Hein, voilà, enfin, c'est quelque chose qui est conseillé, recommandé. Pour faire quoi? Eh bien, arriver à identifier les origines. On va essayer d'aller chercher qu'est-ce qui fait que je suis en dépendance. Pourquoi aussi certains schémas se répètent? Puisque quand on est en dépendance affective, les schémas se répètent. C'est-à-dire que je peux me retrouver à revivre des mêmes situations. Pourtant, je pensais être guérie, mais je revis les mêmes choses. Donc, une phase de prise de conscience, se faire accompagner sur la recherche des origines. Arriver à comprendre aussi après quelles sont en fait justement les conséquences sur mes relations avec les autres de cette dépendance, comment ça affecte mes relations au quotidien. Je vais après aussi pouvoir réussir progressivement à écouter, comme je disais, mon corps et mes émotions. Plus je m'aime, plus je m'écoute, plus j'ai envie d'être attentif à ce qui se passe, à ce que j'ai comme alerte au niveau de mes émotions. Et puis en fait, 2 derniers points, arriver à poser des limites aux autres, poser des limites dans mes relations. Dire ça non, ça je ne tolère pas que tu me parles comme ça, là tu es allé trop loin. Encore une fois, il s'agit de soigner la communication pour faire savoir que là tu as dépassé les limites. Et puis, ça permet tout ça aussi de développer l'autonomie affective. Mais bien sûr, tout plein de bonnes choses qui peuvent être mises en place pour accompagner une personne à gagner en autonomie, Danick. Ça veut dire que si on applique tout ça, on peut s'en sortir? Alors, si on applique tout ça, accompagner, déjà seul, comme je disais, il y a des choses qui peuvent être mises en place, hein, oui. Mais en se faisant aussi accompagner, c'est un grand plus, et puis ça dépend aussi du niveau de dépendance, ça dépend de l'enfance et de tout ce qu'il peut y avoir aussi comme pathologie, mais oui, ça fera nécessairement la différence. Et d'ailleurs, Danick, juste après, donc l'image d'après, je voulais faire aussi cet appel par rapport à cette démarche d'indépendance affective. Si vous souhaitez justement déjà franchir le cap, hein, donc j'ai noté en route vers votre indépendance affective, n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations. Alors donc avec les coordonnées qui sont notées ci-après, je suis à votre écoute et l'idée c'est qu'on puisse essayer de voir ensemble comment nous pouvons cheminer. J'en dis pas plus, mais je prévois un programme pour les personnes avec lesquelles j'aurai un échange et qui souhaitent réellement apporter un changement dans leur vie par rapport à cette dépendance affective. Voilà, Danick. Merci. J'espère qu'on a bien compris ce que c'est que la dépendance affective et qu'on va essayer de s'en sortir. Tout de suite, on passe à Nature First. Le générique, c'est parti. C'est la seule chroniqueuse qui a un nom préfectoral. Bonjour. Il me l'a refait. Bonjour à nouveau, Danick. Bonjour, ça va? Oui. Bon. Je m'y attendais vraiment pas. Je sais. Désolée, mais bon. Et ça oui. Arrive. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler du guarana. Le guarana. Le guarana, donc qu'on appelle aussi Paulina cupana, oui. Qui est une plante qui vient d'Amérique du Sud. Hein. Je suis en ce moment très dans l'Amérique du Sud, vous avez remarqué. C'est un petit peu la Caraïbe, hein, quelque part, oui, ça. C'est pas loin. Voilà. Donc, c'est la famille des sapindacées. On peut voir justement à l'écran, juste là, la petite fiche. Oui. Donc, au niveau alimentaire, son utilisation, c'est plus les graines séchées qu'on va utiliser de guarana. Au niveau des vertus, elle améliorerait la vigilance, oui. Combattrait la fatigue et la somnolence. Elle améliorerait aussi les performances cognitives, faciliterait la perte de poids, augmenterait la tension artérielle, soulagerait le mal de tête. Donc, il faut savoir que c'est une plante qui est stimulante. D'accord. Oui. Donc, de par la présence de caféine à l'intérieur, elle est aussi antioxydante, antibactérienne et fongicide. Donc, comme je vous ai dit, maintenant, je présente aussi les composants des plantes pour le côté recherche scientifique. Donc, dedans, il y a différents alcaloïdes, dont l'adénine, la caféine, la guanine
l'hypoxanthine, la théophiline, la théobromine et la xanthine. Elle contient aussi d'autres éléments, donc des mucilages, des pectines, des tanins, les mêmes tanins qu'on peut retrouver aussi dans le vin. Donc c'est un appel pour ceux qui veulent s'amuser à faire du vin de guarana, ça peut être très bon en goût. Oui. Il y a aussi des acides aminés, des acides gras essentiels, des sels minéraux. Donc au niveau sels minéraux, on retrouve le calcium, le potassium, le phosphore, le fer, le cuivre, le zinc et le magnésium. Elle contient des oligo-éléments également, donc le sélénium, le germanium, le strontium, mais aussi des vitamines. Donc dans le guarana, on a de la vitamine A, de la vitamine E, de la vitamine B1 et B3. D'accord. Donc je vous invite à consommer le guarana. On en trouve? Alors on en trouve en poudre, on en trouve en jus. J'ai vu, c'est le cola champagne. Non, Oui. c'est la même marque qui fait cola champagne qui fait guarana la boisson. Oui. Autrement, moi je vais m'en proposer en gélule également. D'ici semaine prochaine, il y aura des gélules de guarana qui seront disponibles. Au niveau des doses, il faut prendre 2 à 4 grammes par jour avant les repas de guarana. Donc ça permet d'avoir un petit peu la pêche, de garder un effet stimulé toute la journée parce que ça contient de la caféine. Après, n'oublions pas qu'on a vu il y a 2 semaines le maté. Oui. Avec la matéine. Oui. Donc c'est pourquoi je reviens ici avec le guarana et la caféine, pour qu'on puisse bien faire la différence. Donc quand on prend le maté, on ne prend pas en même temps le guarana. Si on veut prendre le maté, par exemple, que le matin, eh ben, à midi, on va prendre sa petite gélule de guarana. Voilà, tout simplement. Et j'aimerais juste dire, Dani, que j'ai testé le maté. Le maté. Mais alors, waouh. résultat? Eh bien, écoute, en termes de pêche, bon, alors, ça fait vraiment du bien. Oui. Et alors, j'aimerais dire à ces mesdames, peut-être, qui ont envie de peut-être perdre 2 petits kilos, que ça coupe la faim. Ah bon? Ça coupe la faim. Donc, tu l'avais dit. mimaté, Effectivement, oui. Voilà. Et puis, en termes vraiment de dynamique et de pêche, on sent la différence. Merci pour le retour. Ok, mesdames, vous remercie toutes les deux. Les dames en vert et madame la préfète aussi. Oh non. On a remercié. On va la retrouver la semaine prochaine. Voilà. Eh bien, le ZCL est fini pour aujourd'hui. Je rappelle qu'en début du ZCL aujourd'hui, on a reçu Élie Domota, le leader du LKP. Avec lui, on a fait un tour assez complet de la situation en Guadeloupe. Il nous a expliqué un petit peu ce qui se passe et ce qui ne fonctionne pas. Que ce soit l'eau, que ce soit le problème des suspendus, problème aussi de l'autonomie. Ensuite, nous avons reçu Badi Dega, qui est producteur, qui donne rendez-vous dans le cadre du festival de cinéma Nouveau Regard. Ce sera vendredi à partir de 11h30 jusqu'à 12h30 environ. Félix Poto pour parler de la coproduction entre les producteurs guadeloupéens et les producteurs africains. Il y a une passerelle qui va être installée et le rendez-vous est donné à tous les producteurs guadeloupéens. Ensuite, bien sûr, Cynthia, elle est encore là. Merci d'être là. Le fort, elle s'appelle. Et on a avec aussi Barbara. Sinon, pour l'actualité, nous sommes allés à Rivière-des-Pères parce que ce matin, on ne pouvait pas s'y occuper pour aller se rendre à la Baïf. Il y avait un rôle était sur place, on a vu un petit peu le reportage. Nous sommes allés à la conférence de presse sur le piratage audiovisuel et puis nous avons fait un petit focus sur ce qui s'est passé en France, ce qui se passe en ce moment en France. C'est la 10e journée de manifestation. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à partir de 12h30. Ciao, bye bye. La réalisation, c'était Yann avec son assistante Njoana et l'assistante de Barbara, Vanessa, c'est ça? Rebecca. Oui, voilà, Rebecca. Voilà. Première venue, pas la dernière. Ciao, bye bye, à demain.